Bonjour à vous. Hé, mon ami Fred. Jessie. Ça va? Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, comment allez-vous? Et vous? Ça va bien. On y va? Eh bien, on y va. Allez. Attention. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Ça va. Ah, mais effectivement, ça change du bureau des docteurs, n'est-ce pas? Alors, on a déjà bien avancé les 4 dernières fois. Donc, on avait parlé bien sûr de votre grand-mère maternelle, et puis de votre maman, de votre papa, un papa un peu force de la nature, j'ai souvenir. Là, c'est la 5e séance aujourd'hui. Ça correspond à ce que vous aviez imaginé. C'est docteur Durier, non? Oui, c'est le docteur Durier qui D'accord. m'en avait parlé légèrement, enfin, à un moment où j'avais pas le moral. Parce que, voyant la maladie gagner, vous savez, on a des hauts débats, et on a surtout des gros coups de massue. Et puis le docteur Durier m'avait dit, vous devriez faire un livre sur votre vie. Donc on en a reparlé après, puis c'est comme ça que c'est parti. À Chartres, Valéria Milewski écrit la vie de personnes gravement malades, un soin ultime proposé à des femmes, des hommes de tous âges. Avec l'équipe médicale de l'hôpital Louis Pasteur, Valéria définit un nouveau métier, biographe hospitalier. Elle écoute, retranscrit les mots des autres. Le récit de chacune de ses vies deviendra un livre. D'accord. Et elle accouche où, votre épouse? Le genre de retour. Ça se passe bien? Oui. Il a mis 2 jours à arriver, mais ça s'est bien passé. D'accord. J'y croyais plus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vous aviez une petite préférence pour garçon ou fille, ou peut vous Ouais, effectivement, moi, c'est regarde. Et après, je crois comprendre que vous avez une fille. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, Le choix des rois. À Paris, Béatrice Sauvageau dompte les mots ennemis pour des dyslexiques en souffrance à l'école et dans la société. Salut les copains! Comme pour Valéria, l'humain et les mots sont au cœur de son travail et de ses recherches. Allez, c'est parti. Hop, hop, tous au trot, tous au trot. Orthophoniste et chercheur, elle a inventé avec l'association Puissance 10 une méthode de rééducation singulière. Veulent. Dölsel. Veulent. Dölsel. Béatrice permet à tous ces 10 de retrouver le chemin de l'expression de soi. Des enfants, des ados, des adultes qui ne parviennent pas à lire, à comprendre, à écrire, à s'exprimer. Ensemble. Et waouh. Oh. Yeah. Il y a exactement 12 parties du cerveau qui se sont concertées pour vous dire pas mal la phrase. Donc, quelle est la phrase? Les oiseaux volent haut dans le ciel. Bravo. Comment Baptiste, tu veux y aller tout de suite? Béatrice jongle avec les premiers mots pour exister pleinement parmi les autres. Valéria retranscrit les derniers mots pour se raconter et transmettre son histoire. Au-delà de leur altruisme naturel, ces 2 femmes ont donc les mots et l'humain pour matière première. Les connaissant l'une et l'autre, j'ai senti qu'elles avaient beaucoup à se dire, à se raconter, d'autant que mon œil aguerri avait reconnu en Valéria quelques traits singuliers de la dyslexie. Un jour, Marie, elle vient dans le service, elle me regarde et elle me dit vous avez des similitudes avec ma fille, Cléo, et elle est dyslexique. Et je la regarde, je dis ah bon? Mais pas moi. Et elle me dit ah bon? Pas vous? J'ai dit non, je ne crois pas. Et je rencontre Béatrice, et là... Le bilan de la biographe fut éloquent. Le bilan de Valéria. Alors, une dyslexie, c'est sûr, une dysorthographie, beaucoup de problèmes d'organisation dans tout, notamment dans le temps et l'espace. Mais, attention, elle a compensé. Enfin, je pouvais mettre un mot sur une manière d'être, un mode de fonctionnement. Et ça, c'était particulièrement bon. Voilà, donc oui, je suis dyslexique. Depuis ce bilan orthophonique révélateur,
Valéria et Béatrice sont restées en contact. Mais malgré leur curiosité pour leurs démarches respectives, elles n'ont pas trouvé le temps pour échanger pleinement sur leurs pratiques. Je décidai donc de provoquer le face-à-face de ces deux femmes singulières. Allô, Béatrice? Ah, ça me fait plaisir, Valéria. Ah, Valéria, alors, quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve samedi. Je te prends pas beaucoup de temps, juste pour te dire que Marie, elle m'a dit que tu n'oublies pas, surtout pas ton bagage de vie. Ah oui, non mais t'as raison. Heureusement que tu m'y fais penser parce que si je l'oublie... À ma demande, dans un bagage de vie, Valéria et Béatrice ont rassemblé en secret des photos, des objets, des souvenirs, des outils qui les aideront à raconter leur vie et partager leur démarche d'orthophoniste et de biographe. Ça fait 3 ans. Non, t'exagères. Ça fait 3 ans. Non, beaucoup plus. 2 ans. Regarde, tous mes cheveux blancs. 2010, 6 non. ans. Je Mais t'assure. non. Mais si. T'as vu? Oh, que c'est Belle beau. maison. Ça te plaire, la maison des mots. Oh, la maison des mots. Dans cette maison, écrin de livres, les mots prennent place furtivement au cœur de cet échange, car les mots sont les compagnons de route de ces deux femmes. Bien choisir les mots pour définir ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on espère. Des mots amis et parfois ennemis qu'il faut apprivoiser comme a dû le faire Valéria. Comment va ta petite dyslexie? C'est vrai que ça fait longtemps. Mais oui, je voulais avoir des nouvelles d'elle. Bon, écoute, elle va pas mal, mais pour mieux t'en parler, tu sais que bagage de vie. Bagage de vie. On a un. Ça, c'est ma dyslexie. Ou c'était, tu vois, c'est aussi... Bon, c'était quand j'étais petite. Ah, de l'eau. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça. De l'huile? Ouais. Oups. Ça, c'est ma dyslexie. C'était ma dyslexie. Tu vois? C'est-à-dire que rien ne se mélangeait. J'arrivais pas, c'était décalé. Toujours, c'était décalé. C'est-à-dire comme si deux mondes, tu vois? Comme deux mondes qui ne se... Rencontrais pas. C'est ça, qui ne se rencontraient pas. Et j'avais beau mélanger, faire des efforts, tu vois, oui. ça faisait comme ça. En fait, tu pouvais être soit huile, soit eau. Ma dyslexie, c'est aussi, tu vois, lorsque sur mon ordinateur, je tape ce mot, mais regarde ce qui apparaît derrière. Tourne la carte. Ah. Ami. Ami. Dès que je veux écrire mais, j'écris ami. Waouh. Tu vois? Pas de mais. C'est un terme dans ta dyslexie qui n'existe pas. C'est ça. En écho à la dyslexie de Valéria, Béatrice sort de sa valise de vie quelques cahiers et dessins d'une petite fille dyslexique. Alors, je voulais que tu regardes. Qu'est-ce que tu vois là? C'est un exercice, tu vois, d'orthographe. Grammatical. Oui, c'est bien corrigé, tu as vu? Et qu'est-ce qu'il y avait écrit au départ? Grammatical. Bravo. C'est magnifique. Voilà. J'adore. Mais c'est un drame. Pour certains, rappelle des l'orthographe. Puis cette façon de mettre ces mots, ces pensées, qui signifient plus que le mot lui-même. Oui. Et oui. Bon, je vais Tu faire réfléchis, j'imagine que c'était une petite fille. Oui. Et oui. Et alors, tu vois, Une bouche cousue. Et seulement un œil qui plus est qui voit. Oui, c'est troublant. c'est troublant, hein? Si j'étais une colle extra forte, écrit-elle, je collerais la bouche. C'est vrai que... C'est fort, hein? Pour ma part, je parlais peu, mais je regardais tout et j'écoutais tout, ce qui me sert Oui, aujourd'hui. c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tu passais aussi par cette... Ah oui, oui. Ah oui, Oui. Oui. parce que je retrouve tellement souvent ces bouches cousues. Mais effectivement, on n'est pas dans le langage, pas dans la parole, parce que c'est difficile de donner le bon mot. Et il y a une interro, juste...
au lieu de faire je pour GE, moi j'avais fait GEI. Donc du coup ça faisait je, mais c'est pas comme ça. Moi je confonds souvent les mots que j'écris pas, mais par exemple quand je veux dire chouette, d'abord je dis couette, après je dis cool. Est-ce que ça te fait du mal, ta dyslexie? Bah non, parce que c'est pas une vraie maladie, comme si on était vraiment malade. Parce que là on n'a pas de fièvre, quoi. Pas de fièvre, et pourtant la dyslexie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme un trouble spécifique de la lecture et du langage écrit. Mais pour Béatrice Sauvageau et ses petits camarades, la dyslexie n'est pas un dysfonctionnement, juste une autre façon d'utiliser son cerveau et d'être. Je me suis toujours senti un petit peu différent des autres, dans le sens où les autres, eux, ils comprenaient ce qu'ils lisaient et moi, non. Comme un livre qu'on devait lire et après être interrogé sur le livre, un contrôle. Moi, le livre, je le lisais et je voyais que je ne comprenais pas. Du coup, j'ai essayé de trouver une autre solution en regardant le film qui est adapté au livre. Depuis que je sais que je suis dyslexique, je me dis, bah voilà, c'est bon, je sais maintenant pourquoi je suis un peu différent des autres, pourquoi je ne comprends pas ce que les autres comprennent. Alors, dans ses ateliers, Béatrice tente de redonner confiance à chacun. Pour cela, elle a mis au point différents exercices, comme les dictées de fautes, inventives et stimulantes. Une faute par mot minimum. La formation des lettres avec son corps pour se les approprier physiquement. Ou bien la décomposition des phrases selon leur son, leur phonème. Ah, c'est mignon, super. Ah. Ou encore l'épellation des mots avec de grands bâtons sonores. Le son, voilà bien l'un des axes majeurs de la méthode de Béatrice. Donc ce que je voudrais vraiment, c'est que vous compreniez que on écrit avec l'oreille. Les mots ont donc leur musique et leur rythme, qu'ils soient lus, dits ou proclamés. Le mot mélodie en connaît toutes les nuances. Le langage est avant tout son, rythme, musique. Et dans ce langage, il y a deux grandes familles qui sont les contoïdes et les vocoïdes. Pour simplifier un peu, disons que le son des consonnes donne le rythme. D'accord. Et le son des voyelles fait résonner la mélodie des phrases. O, I, A. O, et A. Donc, par exemple, si je te dis « je veux que se veut », tu pourrais répéter ça. « je veux Très bien. Vas-y, donne-moi tes mains. « je veux T'as vu ce que tu fais? Tu mets le tempo. C'est exact, t'as vu? Naturellement, tu mets le tempo. Mais j'arrive pas à le sortir. Mais si, tu arrives très bien puisque tu mets le tempo. Après avoir donné le rythme de cette phrase avec le son des consonnes, Béatrice y associe la mélodie des voyelles et espère faire deviner la phrase à Valéria. Et toi, tu vas faire on ou a et a, et moi je fais l'autre. D'accord. Je veux Bravo, tu as réussi. Faut trouver la phrase. C'était une phrase. D'accord. Je dirais je le veux, le reveux. Je voudrais bien le revoir, mais où il va? Je reveux le re. On ou a et a. Bonjour Valéria. Pour mieux communiquer sur cette analogie entre la langue et la musique, Béatrice et son équipe ont inventé des applications dédiées aux dyslexiques. Des applications musicales notamment, auxquelles ont participé le compositeur Alexandre Desplat et sa femme violoniste Dominique Lemonnier. Tous deux sont convaincus que le livre est une partition. On a effectivement fait une grande recherche sur le langage musical et le langage parlé et chanté. Et surtout à aborder le langage d'une manière absolument différente. Et ne pas faire apprendre le langage et les mots sans avoir la conscience totale qu'un mot est une couleur, un son, un rythme, un volume. Et nous, en musique, c'est la première chose qu'on apprend.
le langage musical est aussi codé que le langage écrit et parlé. Ouais, c'est vraiment intéressant. Frappée par ce rapprochement entre le livre et la partition, Valéria sort de son bagage de vie ses grands cahiers, dans lesquels elle retranscrit la parole des biographiés. Est-ce que tu as la sensation quand tu parcours tes cahiers que c'est une partition musicale? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Par rapport au récit des individus que j'accompagne, bien sûr que ces traces-là, c'est une partition musicale. Je sais quand c'est adagio, quand c'est fortissimo, tu vois. C'est-à-dire qu'on entend la langue de l'autre, les mots de l'autre. Je suis vraiment dans ses mots, dans son rythme de mots, dans sa mélodie, dans son intonation, même dans ses souffles. Lorsque je retranscris, j'ouvre le cahier, ils sont de nouveau là et j'entends, avant même de les voir, tu vois, j'entends leurs mots. Il y a pas mal de choses en fait qu'on oublie, qu'en fait ça revient petit à petit. Et après ça recogite. Et ça vous convient ça, que Oui, ça oui. revienne comme ça, Oui, ces oui. souvenirs? Oui. Est-ce que c'est difficile de parler de soi, de trouver le mot qui est juste, de parler de ses émotions? Comment ça... Est-ce que ça vous est facile, vous, de trouver les mots? De parler de soi, ça m'est assez facile, mais de trouver les mots, c'est pas évident. Parce que c'est un peu faire un jugement sur soi-même, quoi. C'est vrai. Donc on ne sait pas si on en dit trop ou pas assez, ou si on déforme pas aussi. Ce qui me plaît, c'est de reprendre en fait tout le cheminement de la vie, quoi. Oui. Bon, après, ce qui pourrait moins plaire, c'est quand il y a des mauvais moments, mais bon, je veux dire, on se rappelle en général plus des bons que des mauvais, quoi. Heureusement. Et oui, c'est bien fait. Hein? Donc vous êtes parti au Mans pour faire cette IUT. Oui, Et c'est là où vous avez rencontré votre épouse. voilà. Dans la même classe, dans la même promo. D'accord. Et vous vous êtes repérés de suite, vous vous êtes reconnus de suite. Voilà. Ça alors. Et alors comment elle est cette jeune fille? Très directe et franche. Et ça, pour vous, c'était important. Ouais. Hein? Ouais. Donc, de suite, Les souvenirs reviennent mot à mot. rencontrez Puis peu à peu, la fatigue sonne la fin de la séance. Au revoir, monsieur Noir. À lundi. Merci beaucoup. Ce travail de biographie est le résultat d'une grande complicité entre Valéria et les médecins de ce service, et notamment le docteur Frédéric Durier, l'un des fondateurs de cette démarche avec Valéria. Il sait tout le bien de cette biographie pour ses patients. C'est la rivière tranquille, quoi. C'est autre chose. Et pourtant, c'est fondamental, j'en suis sûr. Il m'en parle tout le temps. D'accord, c'est Chaque fois que je vais justement... le voir. Ah bon? Oui. Arrête. Ah oui, oui, oui. D'accord. J'ai commencé. D'accord. Ah, j'en suis qu'à la petite enfance. Ah oui, puis il est investi. Hein. Oui, oui. Et- Mais fleuve lent. C'est ça. C'est ça. Fleuve lent. Ouais. On n'est pas dans la minute, Non, on n'est pas dans la minute. pas la pièce. Non. Ok, ça, c'est sûr. Valéria fait partie intégrante de cette équipe médicale et son travail de biographe suscite une réflexion permanente des médecins. La biographie est devenue un atout pour une prise en charge plus humaine des patients. C'est ça l'enjeu fondamental de ça. C'est que chaque malade puisse percevoir qu'il n'est pas compris uniquement comme un total biologique ou un total mécanique et qu'il y a une place pour qu'il puisse se restructurer comme personne. Et ce qui est important, c'est que les gens vivent jusqu'au bout ce qu'ils ont à vivre et que pour ça, je pense que le fait qu'ils puissent être reconnus comme une personne est quelque chose de fondamental. Pour moi, ça pourrait symboliser la biographie hospitalière. Immobile parce qu'on tente de retrouver un équilibre. Parce que la maladie grave, ça a des axes. Tu peux devenir complètement autre et à côté de toi ou avoir la sensation de l'être. Donc là, du coup, même quand c'est comme ça, etc., on tente d'arriver à un apaisement, à moins de tension. Vraiment, l'idée, c'est que la personne, elle se dise, eh bien voilà, ma vie, finalement, elle a été... Je l'ai créée, elle s'est construite, et elle se tient. Voilà, et elle se tient. C'est ça l'idée de la démarche.
Il est un mot qui porte en lui les raisons profondes de la vocation de Valéria la biographe et de Béatrice l'orthophoniste. Enfance. Un mot qui évoque les racines mêmes de leur pratique. De sa valise, Béatrice fait soudain émerger des souvenirs exotiques. Une enfance en Afrique. Alors, nous étions en Afrique, noire, en Côte d'Ivoire. Tout est parti de là. Les gestes, les couleurs, les odeurs, etc. Une enfance de rêve, bien sûr. Une petite fille qui court tout le temps, bien avant l'âge de la marche. Et tout allait bien. Et tu vois, là, je marche vraiment, c'était le bonheur. J'adorais marcher. Toujours les bras levés, je vais quelque part, avec les mains tendues. Et là, un jour, je suis tombée dans le jardin. Peut-être 6 heures après, le diagnostic était fait en disant c'était la polio. Et cette semaine-là, 21 personnes ont attrapé la polio dans ton village. Ouais. Et bon, alors, il y avait un tel cataclysme autour de moi que eux, ils étaient là, essayaient de me dire mais c'est pas grave. Mais moi, je disais mais non, bien sûr que c'est pas grave. Je n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais été dans un état de victime. En Afrique, quand tu as une patte en moins, tu as un regard bienveillant. À 8 ans, la petite Béatrice est arrachée aux couleurs et à la chaleur de l'Afrique pour la rigueur de la Bulgarie, où elle engage son corps d'enfant handicapé dans un combat exigeant et fondateur. Je me suis rendu compte que l'espace qui était le plus fort pour moi de toute la vie, c'était mon corps. Et j'ai appris là le désir de vraiment me battre, vraiment contre tout ce qui est... Je ne peux pas faire ça, je fais autrement. D'accord, oui. Et je lâche pas. Alors lui, tu vois, c'est un petit canard. Et voilà, il est mignon, hein? Alors, je suis arrivée en France vers l'âge de 8 ans. C'était une petite école à côté d'Orléans. Il y avait 3 niveaux par classe. Et puis, quand même, pendant 2-3 mois, j'ai entendu parler d'un canard boiteux dans l'école. Et je me disais, super, je vais pouvoir le choper. Oui. J'avais jamais vu un canard. Donc, je me suis mise à la recherche du canard boiteux. Et au bout de 3 mois, j'ai compris que c'était moi, le canard boiteux. Et là, je peux te dire que je me suis dit, OK, ici, voilà comment on te voit. Un choc. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que dans ma pratique aujourd'hui, quand j'arrive et que je vois les gamins, malgré eux, se mettre à boiter, évidemment, puisqu'ils sont dans l'empathie ou qui veulent mieux comprendre ce que je dis et tout, ça crée un lien incroyable. Ben voilà, de canard boiteux à canard boiteux, on a un lien très fort et du coup, ça enlève, je sais pas, 800 ans de rééducation d'un coup. Oui. On n'est plus dans la rééducation du tout, on est dans le lien. Bien sûr, dans la relation. Dans la relation. Béatrice, franchement, c'est une femme que je trouve très forte parce que elle a une jambe handicapée et ça l'empêche pas de se déplacer, de vivre. Et elle permet à des jeunes comme toi et moi, à des adultes, à des enfants, de vivre mieux. Parce que quand on est dyslexique, souvent on se sent seul, on est un peu dépressif, on est un peu déprimé. Et Béatrice, je trouve que vraiment, elle aide beaucoup. Emmanuel, tu marches? Bah oui, je sais marcher normalement. Ah, tu sais pas marcher? Mais je vais te montrer, regarde. Là, regarde. C'est pas compliqué. C'est comme ça qu'on marche. Ceux qui marchent pas comme ça, ils ont un bug. Viens vers moi. Le handicap de Béatrice crée un lien particulier avec les plus jeunes qui lui accordent toute leur confiance. Et c'est bien là son premier objectif, restaurer la confiance de ses dyslexiques. Ça, c'est dur, hein, Alexandra? Quand on se trompe, c'est dur à lire. Oui. Et donc, on va se faire confiance à soi-même. Et ça, c'est pas facile. Effectivement, si vous faites pas confiance, c'est pas facile. Et il faut pas se le reprocher. Et il faut pas se sentir coupable. Bon, il faut, on s'en fout, hein, c'est pas nos meilleurs potes. Ça va? Mais que t'es beau, toi, quand tu me regardes comme ça. Votre job en tant qu'enfant, c'est quoi?
c'est de grandir heureux et en bonne santé. Le reste, on s'en fout, ça dégage d'ici. Les blessures et les bonheurs de l'enfance résonnent aussi avec force dans la démarche de Valéria. De son bagage de souvenirs, elle extrait des photos baignées de métissage et marquées par la douleur secrète de la perte d'un être cher. On va commencer déjà par le papa, côté papa. Côté papa. Voilà. Toi, il y a l'Afrique. Moi, côté papa, il y a la Pologne. Victor et Stanisława, ils ont 2 enfants, dont mon papa. Cette photo, elle est importante pour moi parce que c'est à son travail. Et c'est un chercheur, mon papa. Un peu, je pense que j'ai hérité ça de lui. Ah, tu c'est vois, un chercheur. C'est un chercheur et même un inventeur. Ingénieur, Tu vois, chercheur. fils immigré quand même, donc il a énormément travaillé, je pense. Ah oui, il a dû s'acharner. C'est ça. Ce papa, je l'ai perdu vite, à 5 ans. À 5 ans. À 5 ans. Oh là là. Donc j'ai peu de souvenirs, mais je sais qu'on a en commun cette soif de découvrir, tu vois, et de chercher. Ça, c'est la Pologne aussi, c'est Solidarność. Tu sais, souvent on me dit « Oh, votre métier, etc., ça doit être compliqué. » Et je le vis pas comme ça. Et je dis souvent, c'est juste un acte de solidarité. C'est juste de la solidarité, c'est simple. Et il y a la maman, la petite maman, Espagne. España, por favor, quelle racine! Tu vois, ça c'est l'Espagne pour moi. C'est le rouge, le tissu rouge, c'est le flamenco, voilà. L'Espagne m'a beaucoup imprégnée. Et en fait, à mon travail, eh bien, j'ai toujours des tenues hautes en couleur. C'est ma blouse, c'est vraiment ma blouse. C'est-à-dire que d'abord, ça m'identifie dans l'équipe, et puis par rapport aux personnes aussi biographiées. Et puis, je me suis vue parfois être arrêtée dans la salle d'attente, tu vois, par des personnes qui me disent « Ça fait tellement de bien, madame, on dirait que le printemps est là. » Surtout à l'hôpital, où tout est blanc et clinique. C'est ça. Et du coup, voire même si une fois, ça a pu m'arriver que je n'ai pas eu le temps ou de mettre une jupe habituelle, ou etc. L'équipe me dit « Mais Valéria, elles sont où tes couleurs ? Tu repars illico chez toi. » Mais vraiment, elles me le disent comme ça. Mais c'est pas Valéria, donc tu repars. C'est vrai. Les couleurs et la chaleur de l'Espagne dans ses jupes, la mélancolie slave de la Pologne avec la perte brutale de son père en bandoulière, Valéria arpente les couloirs du service. Bonjour à vous. En espérant que son travail de biographe soit aussi bénéfique pour l'ensemble des soignants. Et puis du coup, après, ça va ? Ça va, mais si tu pouvais me trouver 2 aides-soignantes et une infirmière pour aujourd'hui, j'irais beaucoup. Je vais me multiplier. Chantal, cadre de santé, responsable des infirmières et aides-soignantes, se fait parfois l'écho du ressenti de son équipe. Ce qui compte, c'est le résultat et le bénéfice que va en trouver le patient. Et ça, l'équipe aussi le perçoit parfaitement, quoi. Quand elle parle de patientes qui se sont accrochées à cette démarche et qui tenaient absolument à terminer leur biographie avant de lâcher prise et de partir. Et je crois que dans la mesure où c'est important pour le patient, ça devient important pour nous. Chantal est particulièrement sensible à la démarche de la biographie hospitalière, car il y a quelques années, sa mère a pu en bénéficier, et son livre est le moyen de la retrouver sans nostalgie. Et en fait, je le lis avec une certaine sérénité, quoi. J'ai pas de tristesse. Je la retrouve complètement quand elle évoque son enfance, quand elle évoque sa boulangerie où elle est née. Et j'ai parfois un peu l'impression de la voir raconter ces anecdotes de sa vie, de son enfance, jusqu'au moment très proche où elle nous a quittés, en fait. Donc, non, jamais de la tristesse. Êtes-vous contente d'être une femme ? Et la maman répond, oui, on porte les enfants. Et l'on peut être coquette. Je le suis assez. Rouge à lèvres tous les jours. Eau de toilette. Eau de Cologne. Parfum pour les grandes occasions. Chalimard de Guerlain. Mon mari m'a offert Chanel numéro 5 une fois, mais il s'est trompé, c'est bien.
Qu'aimeriez-vous changer dans votre vie? Avoir une meilleure santé. Il est un mot qui sonne à lui seul comme une symphonie aux oreilles de Valéria et de Béatrice. Famille. La famille du dyslexique qui ne sait pas comment aider cet enfant en souffrance. La famille de la personne gravement malade qui attend avec émotion les derniers mots de l'être cher. Voilà, cette démarche, un jour, elle arrive sur un livre qui peut, par exemple, être comme celui-ci. La biographie offerte aux patients et à leurs proches est faite de mots, de photos, et s'achève toujours par quelques pages blanches, prolongement de l'existence. C'est notre univers qui commence, à la limite, quand il meurt, puisque ça continue. En fait, c'est une naissance. C'est une naissance. Ah oui. D'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à... Il y a une dame, la première dame, dont j'ai fait la biographie. Bon, son fils n'était pas au début heureux de ce livre reçu parce qu'il n'y avait pas ce qu'il cherchait, l'identité de son papa. Donc il était très en colère, jusqu'à ce qu'il comprenne et reprenne le livre et qu'il voit que c'était vraiment une ode d'amour pour ce fils unique qu'une maman avait pu rédiger. Enfin, rédiger, tu vois, je crois même que c'est eux qui rédigent. Oui. Et en fait, il a envoyé ensuite ce livre à travers le monde, parce que sur les pages blanches, tous les amis de cette dame, qui sont sur tous les continents, ont pu écrire, ont pu continuer. Et lui, il s'est dit, ben voilà, ma maman, elle est vivante, elle est là. Elle est là. On ne l'oublie pas, tu sais. On n'oublie pas, et ça continue. Et ça continue. Valéria et les membres de son association Passeurs de mots, Passeurs d'histoire ont tenu à ce que le livre réalisé soit un bel objet, délicatement relié. Un livre précieux pour la famille de ces personnes disparues. Des fils ou petits-fils qui ont parfois la chance de rencontrer celle qui a fabriqué le livre Héritage. Hey, Bonjour, je ne vous Valéria. ai pas entendu. Ça va? Comment allez-vous? On s'embrasse. Et vous? Mais bien. Bonjour Adrien. Bon, on s'embrasse aussi. J'embrasse le papa. J'embrasse le fils. Je vous présente Sylvie Le Janoux. Très bien. Qui a en fait qui relie toutes les biographies et qui a bien sûr relié celle de votre papa. D'accord. Et de ton grand-père. Donc voici, je ne sais pas, vous n'aviez jamais eu l'occasion de vous rencontrer? Non. Ça rappelle beaucoup de choses, c'est clair. Et puis c'est vrai que le moment où on l'a reçu de la part de Valéria, pour nous, c'était très important, très attendu. Donc voilà. Et tu as pu mieux appréhender alors ce grand-père qui parlait très souvent de toi. Enfin, moi, il m'a beaucoup parlé de toi. Je connaissais un petit peu une partie du livre, un petit peu. Je me doutais de beaucoup de choses. J'aurais aimé un petit peu après qu'il soit un peu plus achevé. C'est sûr. Je reconnais le travail de Sylvie. Un très bel ouvrage et on est très fiers de l'avoir. Elle était bien seule, mon épouse. Je partais toute la semaine, pas très amusant. Je ne me rendais pas compte de la solitude de ma femme. Une période noire pour elle. Elle s'en ouvrait peut-être pas suffisamment. Ça, c'est clair. Je vois qu'il y a les pages blanches. Est-ce qu'un jour vous pensez écrire sur ces pages blanches? Je n'oserais pas le faire. D'accord. Je n'oserais pas le faire parce que c'est le livre de mon père. Et je sais ce qu'elle signifie un petit peu, c'est que le livre s'est arrêté à un moment donné, un moment fatal. Quelle est la dernière phrase? Je peux vous demander ça? Parce que vous savez que je suis une oublieuse. Il n'y a que des rosiers dans le jardin, c'est surtout les roses rouges que j'aime, et nous choisissons toujours des roses très parfumées. J'aime beaucoup les rosiers, et ma femme aussi, qui a toujours su être à mes côtés. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Si certains n'osent pas s'approprier les pages blanches du livre de leurs parents, d'autres sont plus téméraires. J'ai souvenir d'une petite fille, elle a 6 ans, donc elle commence à peine, tu vois, à lire et à déchiffrer. Et puis elle ouvre le livre et là elle commence à déchiffrer et elle voit Annabelle et elle voit que c'est pour elle. Elle a un sourire. Je t'assure, comme j'ai rarement vu.
chez un enfant. Elle comprend que c'est le livre de son papa pour elle. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Annabelle? Elle s'est installée à ma place et elle, le livre, elle se l'a approprié très vite. C'est mon livre. Donc, elle a pris les feutres et les crayons et elle a commencé. Tu vois? Elle a continué. C'était son livre. Et voilà. Et du coup, bon, même si je n'avais dû faire qu'une seule biographie, celle-ci m'aurait absolument comblée. Le livre est gracieusement donné aux familles. Bonjour Cédric. Bonjour Valéria. Ça va? Ça va et vous-même? Oui. Mais pas tout de suite, car Valéria et l'équipe médicale pensent que quelques mois sont nécessaires pour prendre possession des derniers mots de l'être cher. Ça va? Les sentiments sont partagés, s'entrechoquent, parce qu'en même temps, on veut vite savoir ce qu'il y a dans le livre. Et oui. On est vraiment, on a hâte, mais en même temps, il faut prendre le temps nécessaire d'être bien pour le découvrir, en fait, ce livre. Je l'ai ramené, mais en tous les cas, il y a une vraie surprise dans l'écriture. Parce que chaque phrase, c'est son phrasé. Voilà, c'est vraiment retranscrit comme elle parle. Et ça, du coup, ça a son importance parce que c'est elle qui parle, très clairement. Et du coup, ça a son importance, vraiment. Ça veut peut-être dire, du coup, que lorsque vous lisez le livre, il se passe quelque chose? Ça matérialise une émotion. C'est-à-dire que, à ce moment précis, c'est-à-dire que quand on prend sa mère dans ses bras, quand on la prend, c'est un sentiment qu'on ressent uniquement nous, qui est complètement personnel. Ben, ce livre, c'est un petit câlin. Il est à moi, il m'appartient. Voilà, c'est le câlin matérialisé. Ça peut paraître un peu irréel, c'est mon petit câlin à moi, quoi. Le titre est assez significatif, quoi. On n'a plus de temps à perdre. Tout à fait. Écrire le livre de ma vie, c'était pas rien. Et j'ai tout de suite pensé à mes petits bouts. C'est pour eux que je veux le faire. Pour leur laisser un message. Leur dire un petit mot. Pour qu'ils se souviennent de leur mamie. Tout à fait. L'inconnu, ça fait peur. Et moi, j'aime bien tout savoir avant. Leur dire que je ne les oublierai jamais. Pour Béatrice aussi, les familles sont essentielles, car le mal-être de la dyslexie envahit avec force l'univers familial. C'est vrai que je demande beaucoup de représenter la famille ou le mot famille. Tu as vu, il a fait un arbre de vie. Oui. Et oui, il a bien compris les racines. Il est essentiel pour moi, dans ma démarche, de travailler avec les parents. Qui ne sont jamais pris en charge dans ce parcours du combattant qu'est la dyslexie, qui sont souvent maltraités, qui se sentent coupables. Et du coup, j'intègre beaucoup les parents dans cette démarche et je les prends en charge autant que les enfants. Pour rompre avec le quotidien et sa litanie de tensions familiales, Béatrice rassemble parents et enfants dans des stages collectifs où petits et grands tentent de mieux communiquer. Si ça ne vous valorise pas, bah c'est nul ce qu'on fait. Là, c'est pas nous qui sommes nuls. Personne n'est nul ici. Mais si tu as besoin d'être valorisé, il n'est pas question que tu ne le sois pas. Mais non, pleure pas tout de suite, c'est après. Cette situation particulière provoque des émotions et elle permet à certains parents de mettre des mots sur leur vécu face à leur enfant dyslexique. Avant, parfois, je m'énervais et j'en pouvais plus avec les devoirs, par exemple, des choses comme ça. J'ai compris que c'était pas la méthode, de toute façon, et qu'il fallait aussi que moi, je puisse changer par rapport à ta dyslexie, que je comprenne mieux ce que c'était, pour mieux t'aider et t'accompagner. Mais maintenant, ça va? Ça va beaucoup mieux depuis vraiment que tu fais la méthode avec Béatrice. Donc c'est génial pour, je pense, tous les deux. En plus des ateliers communs, Béatrice organise aussi des moments d'échange avec les parents, instants de réassurance. C'est tous leurs symptômes et tout ce qui ne va pas chez eux que nous, on prend comme un trésor. Parce qu'ils n'auront confiance que si on prend ce qu'ils sont comme une richesse extraordinaire. Nous, on n'est jamais dans la correction de ce qu'ils sont, on est dans l'encouragement de ce qu'ils sont. L'idée, c'est qu'à la fin du stage, vous n'ayez plus ce problème de « j'ai amené mon enfant ici parce qu'il est dyslexique ».
On va travailler sur soi. Oui. On en a besoin. On en a tout ce qui est besoin. confiance en soi, tout ce qui Voilà. est... voilà, respirer. Parce qu'en fait, je vis en apnée depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je trouve extrêmement agréable aussi de se retrouver avec d'autres parents pour se libérer de ce poids de culpabilisant en se disant qu'on l'éduque mal, pas comme il faut, parce que le système nous pousse à nous faire comprendre qu'on est complètement à côté de nos pompes. Et là, le fait de se retrouver comme ça, pour moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venue ici, c'est de me dire, mais moi aussi j'ai besoin. Qu'est-ce qui est si difficile? J'arrive pas à dire les mots, à expliquer? Enfin, les devoirs, je comprends pas ce que pas. C'est ça. Tu comprends pas ce qu'on te demande de faire? Oui. Pourquoi, d'après toi, nous sommes venus au centre? Pour un peu plus vous aider pour comprendre comment je suis et m'aider un peu plus pour les devoirs. Donc toi, tu penses que c'est d'abord pour que nous arrivions à te comprendre. Oui. Donc que nous fassions aider, papa et moi, à te comprendre. Moi, je crois que tu as raison. Peu à peu, la confiance se restaure. Mais pour certains, d'autres angoisses apparaissent. Ça me fait vraiment peur parce que j'ai peur que si un jour j'ai des enfants qui sont comme moi, je me retrouve tout seul pour faire ça. Alors que moi, j'ai eu Béatrice. Donc j'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un qui pourra reprendre ce que fait Béatrice. Transmettre le savoir et assurer l'avenir de la méthode. Avenir, un mot joyeux aux oreilles de Béatrice qui a déjà réfléchi à la question et trouvé une solution toute naturelle. Alors, qui va transmettre? Eh bien, qui va transmettre? Les personnes que tu as... avec lesquelles tu as travaillé, enfin, Mais les oui, 10. Les 10, bravo. Ben ouais. Mais voilà, les plus grands. Bien sûr, ce sont tes ambassadeurs. Les 10 de tous âges. Donc, notamment, une de nos académiciennes, Cléo. Au fond de la valise de vie de Béatrice, un cerveau dyslexique imaginé par Cléo, qui après des années de prise en charge est devenue intervenante dans l'association. Ça alors? Parce qu'elle adore relier le neurologique à l'artistique, l'artistique au neurologique. Et là, on a vraiment un cerveau heureux. C'est ça, ouais, c'est harmonieux. Dans l'atelier qu'elle anime, Cléo met à profit son parcours de dyslexique et ses années d'études en arts appliqués pour proposer aux enfants d'apprivoiser les lettres ennemies grâce au dessin. Moi, je vais vous faire en fait une lettre à un endroit sur la feuille et je veux qu'en fait vous arriviez à construire un dessin. Par exemple, je vous mets un M. Vous allez utiliser la structure du M pour commencer un dessin. Mais je veux qu'à la fin, dans votre dessin, on ne voit plus la lettre. L'exercice peut paraître anodin et pourtant il cumule 3 fonctions. Répondre à une consigne, ce qui n'est pas simple pour un dyslexique, se servir d'une lettre souvent mal aimée pour construire son dessin et enfin se libérer de son angoisse perpétuelle en faisant confiance à son imaginaire. C'est le trait qui te donne envie de faire un dessin et du coup après tu trouves l'idée, c'est ça? C'est super. Ce que tu vas faire c'est la même chose mais avec le R, le temps que je finisse avec les autres. Avec le R, ça a l'air dur. Ah, je suis sûre que tu vas y arriver, je te fais confiance. Moi la mienne? T'as absorbé tout, du coup tu leur proposes en un temps réduit ce que toi t'as pu faire en 4 ans par exemple, mais en plus avec ta signature. Parce que c'est sûr qu'à chaque stage, quand ils arrivent, ils demandent si tu es là. Enfin, voilà, j'essaie de leur montrer que je suis comme eux. Comme toi, quand tu montres que marcher normalement, c'est marcher comme toi tu marches. C'est voilà, c'est ça. C'est leur dire on est tous dans le même bateau. Et le fait de me rendre utile pour en plus des enfants qui n'ont pas forcément confiance en eux et dans lesquels je me retrouve, en fait, ça me donne envie de les aider et aussi d'aider l'enfant que j'étais moi, mais qui a grandi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme aider mon moi passé à comprendre ce que je suis devenue maintenant. Tu retrouves l'enfant que t'étais. Ouais. Ah si, oui. Et t'as envie de lui dire ah bah toi, je t'aurais dit ça, ça aurait été super. Oui, c'est clair.
En dehors des intervenants, souvent artistes, qui participent aux ateliers de Puissance 10, Béatrice et son équipe ont défini une nouvelle langue neurologique, le bilexique. Car pour Béatrice, la plupart des dyslexiques maîtrisent sans le savoir un autre langage. Avec son association, elle a donc conçu un alphabet qui correspond à ses lecteurs singuliers. D'accord, excellent. Maman de 10. Non, ce n'est pas une orthophoniste, ni un psychologue, c'est un médecin. Je n'ai cessé de répéter ça. Et cette phrase, excellent. C'est un mensonge, excellent. Une expression corporelle. Ça me convient très bien. Tu l'as lu extrêmement facilement. Ça me convient très bien. Sans connaître cet alphabet, Valéria a lu avec une facilité déconcertante la page écrite dans cette police bilexique. Une écriture, fruit de 30 ans de recherche. Qu'est-ce que c'est que cet alphabet? En fait, ce sont des signes, oui, simplement, avec des espaces, du rythme, de la mélodie. On a mis là-dedans tout ce qui n'existe pas dans un texte, mais qui existe sur une partition. Le dyslexique arrive à lire facilement, mais même à 6 ans, 7 ans, 8 ans, s'il lit dans cette police-là, parce qu'elle est expliquée musicalement, et aussi au niveau du relief. Mais vraiment, c'est révolutionnaire. C'est vrai, non, c'est incroyable. Quel travail. Pour ma part, au niveau de la transmission, c'est, on va dire, plus modeste. Tu vois, je suis arrivée en septembre 2007 à l'hôpital, et 2 ans après, il y a eu des demandes pour que je forme des personnes. J'ai reçu 300 demandes pour former des personnes. Et donc, j'ai conçu avec l'équipe une formation, un module. Pour la formation des passeurs de mots, passeurs d'histoire, une charte a été établie par Valéria et l'équipe médicale. Un document fondateur indispensable pour exercer ce métier de biographe hospitalier. Voilà, pour être très libre, pour que les uns et les autres, dans leur équipe respective, soient libres, il faut un socle solide. Donc cette charte, elle est là. Et puis, il y a tout un protocole, tu vois, avec des fondamentaux. Par exemple, ce soin, entre guillemets, est proposé à tout à chacun sans distinction de culture, de niveau social, d'âge, quel que soit le stade avancé de la maladie. La personne est reconnue au-delà de son état de santé, dans ses valeurs, ses droits, sa culture, sa spiritualité, son histoire. Pour participer à cette formation, 2 prérequis. Avoir déjà écrit une biographie et avoir une expérience auprès de personnes gravement malades en tant que bénévoles ou soignants. Les stagiaires viennent de différents milieux. Elles sont parfois infirmières, journalistes, chercheurs, écrivains ou encore ergothérapeutes. Pendant 2 jours, elles participent à un atelier de travail sur le protocole, auquel s'ajoutera une journée in situ à l'hôpital. Il y a une espèce d'effusion avec la maladie grave et nous devons être extrêmement présentes, comme on en a parlé hier, conscientes, centrées, tranquilles, juste simples et en toute humilité. Donc plus vous aurez affiné, travaillé, peaufiné votre projet par écrit, comme vous avez pu le faire Léa, et à l'intérieur de vous, et plus vous serez convaincue, convaincante et pertinente. Pour Ariane, venue de Suisse, cette formation conforte son envie d'exercer ce métier et elle a bien compris que cette démarche n'était possible qu'avec l'engagement de tout un service. Je me rends compte vraiment alors de l'importance de l'équipe, du partage avec l'équipe. Ben, tu l'as dit aussi à de nombreuses reprises et c'est vrai que c'est aussi une sensation d'être porté, d'être accueilli. Et... Non, alors, je trouve que c'est vraiment... ça me paraît essentiel. Pour terminer leur face-à-face riche en émotions, Valéria souhaite partager avec Béatrice un extrait du manuscrit qu'elle vient d'achever, un ouvrage constitué de lettres. J'ai écrit un livre sur la démarche qui s'appelle « À demain ». Bon, il est pratiquement en cours de finalisation. Ce sont des lettres. Et il y a une lettre à la vie, une lettre au doute, aux mots, une lettre aux familles qui reçoivent les récits de vie. Voilà, si tu veux bien, je te lis
un extrait d'une lettre. Pourquoi se souvenir? Pour exister. Pourquoi transmettre? Pour exister. Et pourtant, est-ce que notre existence se résume à nos souvenirs? Est-elle transmissible, cette existence? Peut-on saisir l'insaisissable? Peut-être, tout simplement, devons-nous accepter que se souvenir, c'est aussi s'inventer. Ça, c'est vraiment pour moi la chair, tu vois, c'est très beau. De la démarche. Voilà. C'est formidable, hein, mais Et oui, c'est déjà fini. Ainsi s'achève la mélodie des mots de Béatrice et Valéria. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère t'avoir un peu éclairé. En tous les cas, toi, tu m'as beaucoup éclairé. Oui, nous sommes éclairés. La mélodie de ces mots qu'il nous faut parfois dompter, quand leur lecture et leur écriture sont une souffrance. Ces mots qu'il faut retrouver au cœur de notre mémoire, quand le temps est venu de transmettre notre histoire. Quelle belle aventure, cette mélodie des mots. Hein? Quelle chance nous avons. Ta 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 ta.